Il y a 5 ans, je postais ma première vidéo YouTube, debout contre le mur de ma chambre, ma caméra posée de l'autre côté de mon lit. Je venais de tourner le premier face caméra de ma vie. Pas de micro, pas d'éclairage, aucune recherche de cadrage. La voix chevrotante, je partais complètement de zéro. Je n'avais jamais vraiment regardé une vidéo YouTube, je ne connaissais rien à cette plateforme, et je n'avais jamais filmé, hormis des souvenirs de famille ou de voyage, mais j'étais animée par l'envie de partager ma passion pour la photo et les appareils photo Lumix. Je ne cherchais pas à gagner de l'argent, ni à devenir une youtubeuse connue, juste à faire entendre ma voix. Ça c'était il y a 4 ans et mes débuts me semblent loin alors qu'aujourd'hui je poste ma 200e vidéo. En 200 vidéos j'en ai appris des choses sur YouTube, j'ai fait des erreurs bien sûr, j'ai évolué, beaucoup évolué. Aujourd'hui il est temps pour moi de partager tout ce que j'ai appris en 200 vidéos et bientôt 2 millions de vues sur ma chaîne. Quel matériel est vraiment nécessaire? Comment est-ce que je maintiens le rythme de publication d'une vidéo par semaine depuis 3 ans? C'est quoi réussir sur YouTube? L'état d'esprit qui m'anime, on va parler de tout ça. Les premières choses que j'ai apprises sont au sujet du matériel, et sur ce point il existe deux écoles avec des visions opposées. On a d'un côté ceux qui pensent qu'un smartphone suffit pour filmer des vidéos YouTube, que vu la qualité c'est amplement suffisant, et puis au contraire il y a tous ceux qui vont vous vendre du matériel, des caméras, de la lumière, des micros, en veux-tu en voilà. Je vais essayer de trouver le juste milieu entre ces deux opposés, et je pense déjà que le plus important est d'évoluer au fur et à mesure que la chaîne grandit. Je ne suis pas du genre à vous conseiller d'acheter tout d'un coup, sauf si vous avez de l'argent à dépenser. Je vous conseillerais d'acheter petit à petit au fil de votre progression. Quand on a une chaîne YouTube, particulièrement quand on fait du face caméra comme moi, que ce soit en bureau ou en extérieur, le son est hyper important, y compris si vous enregistrez une voix off. Il faut un son de qualité, alors s'il y a bien une chose à acheter en premier, c'est un micro. Ce n'est pas de l'argent dépensé inutilement, vraiment pas. En plus, maintenant, on trouve des micros à des prix très abordables comme les DJI Mac Mini. L'avantage du micro sans fil est qu'on peut l'emmener partout. Il s'adapte à tous les lieux de tournage. C'est un achat qui n'a rien d'accessoire et je vous mets les liens en description. À mes débuts, j'avais un simple micro canon fixé à mon boîtier et à chaque vidéo, on me faisait des remarques sur le son. J'ai mis quelques mois à enfin acheter un micro alors que ça aurait dû être mon premier achat. Alors ne faites pas la même erreur que moi, ne négligez pas le son. Si vous devez acheter qu'un seul accessoire pour votre chaîne YouTube, c'est un micro. Pas forcément un beau micro XLR comme celui dans lequel je parle. Un petit micro sans fil comme les Micro Rode ou DJI Mac que j'utilise sur le terrain suffisent largement. Dans cette aventure, je peux compter sur IPLN qui sponsorise cette 200e vidéo. Tout un symbole quand on sait combien je les apprécie, et ce n'est pas pour rien. IPLN, c'est une équipe fiable, rapide, efficace, qui est toujours de bons conseils. Spécialisée dans la photo vidéo, c'est une boutique familiale fondée en 1937 à Lyon. La photo et la vidéo, ils en connaissent un rayon, d'autant que c'est le grand-père qui a fondé la boutique, une véritable histoire familiale. Depuis, ils ont créé un excellent site en ligne sur lequel vous pouvez acheter votre matériel photo et vidéo où que vous soyez. Ils ont aussi une boutique à Paris, on ne les arrête plus, c'est lyonnais. En plus de cette relation humaine très forte, j'apprécie chez IPLN ce goût de toujours tenter de nouvelles choses. Depuis plusieurs années, ils ont lancé une plateforme pour vendre ou acheter du matériel photo vidéo d'occasion. Tout se fait en ligne, très rapidement, très simplement. IPLN propose aussi des expériences, des workshops, des prises en main, tout ça pour passer du virtuel au réel. Et si vous voulez leur faire savoir que vous venez de ma part, vous pouvez ajouter le code créateur Nadia dans votre panier. L'éclairage aussi c'est important, même si ça vient dans un second temps. On peut attendre que notre chaîne grossisse pour acheter un peu d'éclairage. Si vous utilisez l'éclairage de votre pièce comme je faisais au début, ce ne sera pas beau, mais ce n'est pas grave, si on vous entend bien et que votre sujet est intéressant, ça passera. Cependant, sachez quand même que sur YouTube, la tendance est aux jolies productions vidéo. Au début, je trouvais ça agaçant de lutter contre des jolies productions. Pour moi, YouTube, c'était l'authenticité et non une copie de la télévision. Et puis ensuite, j'ai pris goût à la lumière artificielle, je me suis prise de passion pour la photo studio, et j'ai fini par me dire qu'un bel éclairage, un beau setup de tournage, c'était nécessaire pour une chaîne dédiée à la photo et la vidéo. La thématique de la chaîne va évidemment influer sur les besoins en matériel. En termes d'éclairage, mon premier conseil est de bannir les rings. Honnêtement, le rendu est moche. La lumière en forme d'anneau qu'on voit dans les yeux, ce n'est pas beau. Moi, j'ai du mal à suivre une vidéo où la personne a des anneaux lumineux dans les yeux. Si vous ne devez avoir qu'un seul éclairage, une lumière LED continue avec une softbox, ça suffit amplement. Aujourd'hui, il y a plein de lumières accessibles qu'on peut se procurer pour 200 € maximum. Il n'y a pas besoin d'une lumière hors de prix pour commencer sur YouTube. Vous pouvez aussi prendre une lampe RGB type tube pour ajouter une touche de couleur à votre setup.
Mon conseil, c'est aussi d'utiliser des lampes décoratives qu'on trouve dans n'importe quelle boutique de décoration à meublement. Vous pouvez aussi ajouter une guirlande lumineuse de Noël pour une petite touche supplémentaire. Et de mon expérience, avoir un endroit où on se sent bien pour tourner, c'est hyper important. Ça aide à se préparer mentalement pour tourner et à se sentir en confiance. Quand j'allume les éclairages, que je m'assois sur ce fauteuil, je mets un peu de côté la Nadia maman et j'enfile mon habit de youtubeuse, même si c'est parfois difficile de passer de l'un à l'autre. Bref, le son c'est le plus important, l'éclairage ça peut être bien, mais uniquement quand on commence à évoluer, mais tout ça, ça ne filme pas. Alors avec quoi on se filme pour YouTube? On peut tout à fait se contenter d'un smartphone, ça filme, on peut brancher un micro compatible, et alors on n'a plus qu'à se lancer. La contrainte du smartphone, c'est déjà, je dirais, la qualité d'image, mais ça c'est parce que j'aime trop la qualité d'image des appareils photo. C'est aussi et surtout la taille des fichiers. Quand je fais un face caméra, j'ai en général 1 heure de prise vidéo. Il faut donc une caméra capable de filmer aussi longtemps, sans limite de temps d'enregistrement, avec une batterie qui tient, qui ne chauffe pas, et avec suffisamment de stockage si on parle de smartphone. Le mieux c'est donc d'avoir une caméra, boîtier ou smartphone, avec laquelle on peut filmer sans limite de temps, au moins 1 heure en continu, à laquelle on peut brancher un micro bien sûr, et avec suffisamment de stockage si c'est un smartphone. Voilà les principaux critères si vous êtes amené à acheter du matériel vidéo. Ça, c'est si vous avez de l'argent à dépenser, ou si vous n'avez pas du tout de matériel. S'il y a un conseil que je donnerais, c'est de faire avec le matériel dont on dispose. J'ai débuté avec mon appareil photo, un Lumix S5 qui avait une limite de temps d'enregistrement en continu de 30 minutes. Quand je tournais mes vidéos avec, je mettais un minuteur à 25 minutes, je coupais au bout de 25 minutes et je relançais immédiatement l'enregistrement, et au fur et à mesure seulement, j'ai eu du matériel plus performant. Aujourd'hui, je me filme avec un Lumix S5 2X branché sur secteur qui enregistre sur SSD. Ça c'est génial parce que le SSD me sert uniquement pour les tournages YouTube et les tournages de formation. J'ai 2 Tera de stockage à un prix imbattable. Ça me permet d'être plus libre, de faire des pauses quand je tourne tout en laissant la caméra tourner. Je filme avec un objectif à 50 mm f1.8 et un filtre mist pour adoucir le grain de ma peau. Et c'est vrai que ça simplifie les tournages d'avoir du matériel qui n'a pas de limite. Clairement, tourner sans me préoccuper des batteries, du stockage, de la limite de temps, ça me permet d'être concentré uniquement sur le message que je veux transmettre. En plus, aujourd'hui, on peut trouver des boîtiers sans limite de temps d'enregistrement à des prix bien plus abordables. Je vous en mets quelques-uns en description. Pour la partie montage, si vous faites un face caméra avec quelques coupes que vous filmez au smartphone, vous pouvez vous contenter de monter sur téléphone. Il y a plein d'applis gratuites, mais il faut savoir que vous aurez des limites sur les qualités d'export vidéo. Alors si le sujet de votre chaîne implique de l'esthétisme, vous serez assez vite limité. Je préfère quand même monter sur ordinateur, ça c'est évidemment pour la taille de l'écran. C'est plus confortable pour moi qui passe de nombreuses heures à monter chaque jour. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut un ordinateur hors de prix. Et sachez aussi qu'il existe des logiciels de montage qui sont gratuits sur PC comme sur Mac. Le deuxième enseignement en 200 vidéos sur YouTube est qu'il ne faut pas attendre de savoir-faire et d'être parfait. Au début, nos vidéos ne sont pas géniales et c'est comme ça. La première vidéo sera moins bien que la 5e, qui sera moins bien que la 10e, qui sera moins bien que la 100e, etc. Oui, ma première vidéo ne ressemble à rien. Oui, le son est pourri. Oui, ma voix n'est pas posée. Je ne parlerai même pas du cadrage ni du setup, mais je l'ai fait. J'ai eu plein de retours, des positifs, des négatifs, et chacun m'a fait évoluer. Ce jour-là, j'ai posé la première pierre d'une nouvelle étape de ma vie, et je ne me remercierai jamais assez de l'avoir fait. Mon seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai bien mis 1 an à tergiverser avant de me lancer, et encore 1 an avant de publier régulièrement. Non seulement il faut accepter que les premières vidéos ne seront pas parfaites, il faut aussi accepter que l'évolution est longue. Il a fallu plusieurs mois pour que j'affine mon setup, et encore plusieurs mois pour que je fasse évoluer le lieu où je tourne, et notamment l'arrière-plan. Puis encore plusieurs mois pour que j'affirme mon style, mon ton, etc. Et même encore aujourd'hui, j'évolue. Ça fait par exemple que quelques mois que j'ai acheté ce micro XLR. La troisième chose que j'ai apprise est que plus on se filme face caméra, plus on est à l'aise, même si ça prend du temps. Et je vais vous dire un secret, je suis une grande timide. Même me mettre face caméra, c'était très compliqué au départ. Si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est vraiment parce que j'avais envie de faire entendre ma voix dans le monde de la photo vidéo. Au fond de moi, j'étais animée par ma passion et ça m'a poussée à continuer en dépit de ma timidité. Au fur et à mesure, à force de me filmer face caméra toutes les semaines, j'ai réussi à être de plus en plus à l'aise. Intervenir sur le salon de la photo, ça m'a aussi aidé à prendre confiance, à être moins timide. Quoi qu'il en soit, ça prend du temps. Il y a des moments où c'est facile, d'autres moins. Il y a des hauts et des bas, c'est normal et il ne faut pas lâcher. Je trouve aussi que ça fait partie de l'authenticité. Si on est tous sur le même moule, hyper confiant devant une caméra, eh bien, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Je n'ai pas envie de voir des clones dont la seule chose qui change est le sujet évoqué.
Le quatrième enseignement que j'ai tiré en 200 vidéos sur YouTube, c'est que la régularité c'est important, mais c'est très difficile. Ça ne sert à rien d'essayer de buzzer sur YouTube, le plus important est de se fixer un rythme de publication et de s'y tenir. Je publie une vidéo par semaine et ça demande un boulot monstre. Chaque semaine, je teste du matériel photo vidéo, c'est-à-dire que je photographie et filme avec le matériel sur le terrain. Ça nécessite beaucoup d'organisation, d'autant que j'essaie de toujours raconter une histoire différente. Je passe beaucoup de temps à réfléchir aux idées, sur quel lieu me rendre et à organiser mes déplacements en transport en commun vu que je n'ai pas de voiture. Chaque semaine, je prépare mes tournages, je tourne, je monte, je crée la miniature, je rédige la description de la vidéo, je corrige les sous-titres aussi. Tout ça prend beaucoup de temps, tout mon temps, 7 jours sur 7, 18 heures sur 24 et 365 jours par an. Je n'ai pas de secret sur ce point, j'ai juste de la chance de pouvoir randonner tout en prenant des photos et vidéos pour tester du matériel, et ça je peux le faire en famille. Ça me permet de profiter de mon fils tout en travaillant. De mon point de vue, la régularité vaut plus qu'un buzz ponctuel, même s'il y a plein d'exemples de chaînes YouTube qui vont dans le sens contraire, j'aime mon rendez-vous hebdomadaire avec vous. Publier des vidéos sur YouTube, c'est aussi passer beaucoup de temps assis derrière un ordinateur. Au début, on s'imagine qu'on va passer beaucoup de temps dehors à se filmer. En fin de compte, je passe trop peu de temps en extérieur. Même en vivant dans les Alpes, je pensais faire plus de vidéos en extérieur. Alors, j'en fais plus, mais je passe encore beaucoup de temps enfermé. Je suis même obligée de me mettre un rituel quotidien pour sortir, et c'est dur de m'y tenir dès qu'il y a des périodes de rush avec des sorties de matériel photo. J'aimerais me filmer encore plus dehors, comme je l'ai fait pour le test du sac compagnon ou du sac Wandroid, ou encore pour mes prises de photos de VTT de descente, mais je n'ai pas l'impression que les vidéos en extérieur fonctionnent mieux que celles en bureau, alors qu'elles demandent beaucoup plus d'efforts à tourner. Je veux bien votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous aimez quand je fais des tests sur le terrain, ou est-ce qu'en bureau ça suffit pour vous? La 5e leçon de mes 200 vidéos sur YouTube, c'est que l'algorithme, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, il faut s'en détacher. Oui, je sais, se détacher de ça est un vrai défi, il faut quand même être indifférent à tous ces chiffres, ils ne disent pas la valeur de ce qu'on fait, ni qui on est. Quand on a les yeux rivés sur les chiffres, on perd en spontanéité, en créativité, on risque de remettre en cause le message que l'on veut faire passer, la ligne éditoriale qu'on veut donner à sa chaîne. YouTube demande du temps, et ce n'est pas une courbe qui monte sans accroc, il y a des hauts et des bas. Oui, certains cartonnent, mais chacun son rythme. L'algorithme a changé, change et changera encore et encore. Ça ne sert à rien de se prendre la tête sur ça. Le vrai algorithme, ce sont les utilisateurs de YouTube, vous, les spectateurs. Si on fait du contenu qui vous intéresse, vous vous abonnerez, vous activerez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, vous répondrez présent et les vues augmenteront mécaniquement. Même si cela n'a rien de linéaire, on peut avoir une vidéo qui marche bien un jour et une autre qui floppe juste après. Même si c'est difficile, il faut accepter, avancer et penser à la prochaine vidéo. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de comprendre l'algorithme. De toute façon, le temps de comprendre, il aura déjà changé. De mon point de vue, il est plus important de se concentrer sur le message que l'on veut faire passer à travers sa chaîne. Ça parlera forcément à quelqu'un puisqu'il y a des gens qui vous ressemblent. Je dois dire aussi que je suis contre les titres aguicheurs, contre les lignes éditoriales qui sont dans la critique, le négatif. Tu n'as pas besoin de ça, ce matériel est trop cher pour toi. Les youtubeurs vous mentent, j'ai horreur de tout ça. Je sais que ça clique plus quand on a un titre et une miniature pour critiquer, que ce soit les produits comme le YouTube Game, mais moi je n'ai pas envie de jouer à ça. J'ai trop de respect pour les spectateurs et le travail des ingénieurs comme celui des youtubeurs pour jouer à ce petit jeu. Il y a suffisamment de messages négatifs au quotidien pour ne pas en rajouter. Moi, j'ai envie de faire du contenu qui rassemble, du contenu positif. On a de la chance de pouvoir s'exprimer en photo, en vidéo, avec du matériel de plus en plus performant. Les outils créatifs mis à notre disposition sont incroyables, et la créativité, ça apporte de la joie, de la satisfaction dans la vie. Alors je refuse d'être négative, et plus encore de manipuler mon audience. La 6e chose que j'ai apprise sur YouTube est qu'être une femme ne change rien, et c'est tant mieux. On me fait souvent remarquer que je suis une des rares femmes ayant une chaîne YouTube photo-vidéo. Personnellement, je n'y fais pas du tout attention, et je n'y ai jamais fait attention. J'avais un peu la crainte au début de la chaîne d'avoir des commentaires sexistes, alors j'en ai eu quelques-uns, des lourdeaux qui se pensent malins à dire que je ne sais pas de quoi je parle pour me rabaisser. Heureusement pour moi, ça me passe au-dessus, j'ai la tête sur les épaules, un mari et un fils qui me donnent beaucoup de confiance, alors les propos malvenus, ça me fait ni chaud ni froid, et bizarrement, plus le chiffre des abonnés augmente, moins j'ai de remarques déplacées. En dehors de ça, ce n'est ni un avantage ni un inconvénient, si ce n'est que je passe sûrement beaucoup plus de temps dans la salle de bain avant de tourner que mes confrères masculins. Une autre chose que j'ai apprise en 200 vidéos sur YouTube, c'est qu'on ne devient pas riche avec YouTube, en tout cas pas en argent. YouTube ne rapporte pas d'argent, sauf à avoir des millions de followers. La plateforme me verse 200 € par mois.
alors ce n'est pas avec les vues sur YouTube que je peux gagner de l'argent. Quand je publie une vidéo YouTube, en fin de compte elle m'a coûté de l'argent, entre le temps passé dessus, le matériel acheté pour la réaliser, les déplacements en bus, en train, parfois les achats annexes pour faire quelque chose d'esthétique, tout cela a un coût qui n'est absolument pas couvert par les versements de YouTube. C'est pour ça que j'ai besoin de tout le soutien de la communauté Lumix. En vous abonnant, en likant, en commentant, vous soutenez la chaîne, mais surtout lorsque vous achetez votre matériel photo en passant par les liens en description, ça ne vous coûte rien, mais en cliquant sur les liens en description au moment d'acheter, vous soutenez mon travail. J'ai aussi appris que les sponsors ne tombent pas du ciel, je n'ai jamais spécialement essayé de sponsoriser mes vidéos, je préfère compter sur votre soutien, mais publier chaque semaine une vidéo qui a coûté de l'argent, ce n'est pas non plus viable sur le long terme. Sponsoriser une vidéo est un moyen de publier une vidéo dont les frais sont couverts, même si à mon niveau d'abonnés les montants restent faibles, ça peut permettre de se libérer de l'aspect lucratif et de se concentrer plus sur le contenu de la vidéo. Ça prend aussi beaucoup de temps, démarcher les sponsors, réfléchir aux sponsors, prendre des contacts, échanger et ensuite préparer la vidéo. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a quelques semaines, j'ai fait ma première vidéo sponsorisée avec Compagnon, une marque de sac photo, et IPLN aussi. Cette sponsor m'a permis de rentrer dans mes frais, de payer les déplacements pour tester le matériel en montagne. J'étais plus sereine dans ma création de contenu. Par contre, il faut se détacher de la pression d'avoir une vidéo qui fonctionne. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description pour la découvrir. Une sponsor en 200 vidéos, clairement les collaborations n'arrivent pas tout cuit. Il faut aller les chercher et ce n'est pas facile. Compagnon, je l'ai eu grâce à IPLN qui m'a proposé de tester ce sac taillé pour la randonnée. Vu qu'ils savent que je randonne toute l'année, c'était logique pour eux que je teste ce produit. Mon conseil est qu'il ne faut pas compter sur les sponsors en s'imaginant que ça arrivera au bout de quelques mois sur YouTube. Ça ne sert à rien non plus de pleurer auprès des marques pour avoir des prêts de matériel ou des produits gratuits. Ça ne marche pas comme ça. Quand j'ai lancé cette chaîne, j'achetais absolument tout le matériel que je testais. J'achetais et je revendais et ainsi de suite. Et je continue en partie de le faire. C'est le prix à payer pour mon indépendance. La 8e chose que j'ai apprise en 200 vidéos sur YouTube, c'est qu'avoir un endroit dédié pour filmer où le matériel de tournage est toujours prêt, c'est un véritable luxe. Encore plus de nos jours quand on manque de mètres carrés, que les loyers comme les crédits coûtent cher. C'est un luxe, oui, mais ça ne m'a pas empêché de créer cette chaîne. Quand on habitait à Lyon, on vivait dans un petit 3 pièces de 55 mètres carrés. Autant dire que d'y trouver un espace pour tourner sur YouTube était plus que compliqué, alors qu'on n'avait même pas de la place pour un canapé dans le salon. Avec un enfant en bas âge et un chat, je vous laisse imaginer le bazar. À mes débuts, je filmais dans notre chambre où on avait installé une planche sur 2 tréteaux en guise de bureau. Ce bureau était occupé une grande partie de la semaine par Benoît, c'était son petit espace de télétravail. Quand venait mon tour de l'occuper pour filmer, je collais le bureau à notre lit, ça c'était pour avoir un maximum de recul avec le mur, c'est-à-dire pas grand-chose. Ma caméra était à l'autre bout du lit. Oui, je me filmais face caméra avec un lit devant moi, on a vu mieux comme installation, c'est sûr, mais j'ai beaucoup appris durant cette période. Quand j'ai décidé que j'allais tourner une vidéo par semaine et m'y tenir, on a décidé de virer le lit, de réorganiser la chambre en bureau partagé. Une partie de la semaine, c'était l'espace télétravail pour Benoît, et quelques heures par semaine, cette pièce devenait mon studio de tournage, tout ça dans 9 mètres carrés. Depuis 3 ans, on n'a donc plus de chambre, on dort dans le salon, les mètres carrés coûtent cher et je ne pouvais clairement pas louer un logement avec une pièce supplémentaire pour avoir un bureau et une chambre. Donc non, je n'ai pas du tout un méga studio de 50 mètres carrés, j'en rêverais bien sûr, mais je fais avec les moyens du bord. Pendant 3 ans, à chaque tournage, je devais tout réinstaller, la caméra avec le trépied, l'éclairage. J'avais même fait des marques au sol pour ne pas perdre un temps fou à tout réinstaller et pour garder à peu près le même cadrage. Depuis 1 an, j'ai désormais une pièce de 9 mètres carrés, ici, où je peux tourner mes vidéos quand je veux, avec le matériel qui est toujours prêt, c'est le grand luxe, même si la pièce est souvent en bazar. Cet espace me permet d'être plus efficace pour tourner mes vidéos à tout moment. Je suis plus sereine parce que, entre guillemets, je n'ai qu'à appuyer sur REC, même si par contre je n'ai toujours pas de chambre, c'est un sacrifice nécessaire pour partager ma passion. Quel que soit le lieu où vous tournez, je pense que le plus important est de rester soi-même, de ne pas essayer de copier les autres, de faire abstraction des critiques, surtout celles qui sont déplacées. Il y a beaucoup de fantasmes autour de YouTube, on nous met dans la case influenceur en pensant qu'on gagne des millions, c'est une totale méconnaissance du métier de youtubeur, parce que oui, qu'on le veuille ou non, c'est un métier. Et si les influenceurs touchent autant d'argent, c'est parce qu'ils en rapportent beaucoup aux entreprises qui travaillent avec eux. YouTube et influence, ce sont 2 choses différentes. Et le YouTube photo-vidéo, c'est plutôt du journalisme 2.0 plutôt que des influenceurs qui monnaient leur communauté. Après 200 vidéos, beaucoup de persévérance et une ligne éditoriale inchangée, je me retrouve à plus de 15 000 abonnés et bientôt 2 millions de vues.
Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de comprendre plein de choses. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire parce que j'ai longuement hésité à la tourner. Merci pour votre fidélité et votre engagement. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. ipln.fr, code créateur Nadia pour me soutenir. Je touche 3% de vos achats hors taxes. Moi je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.